Alors aujourd'hui, autour de cette table virtuelle, nous recevons Christian de Pertuis, qui est Bonjour. professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Christian de Pertuis, vous avez dirigé la mission climat de la Caisse des dépôts. Vous avez fondé la chaire économie du climat de l'Université Paris-Dauphine et vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. Et notamment en 2019, vous avez publié le tic-tac de l'horloge climatique et votre dernier ouvrage dont nous allons parler, Covid-19 et réchauffement climatique, qui analyse les interactions entre la crise sanitaire et la crise climatique. Nous allons développer ça aujourd'hui. À vos côtés, pour introduire ce webinaire, Samuel Géquier, qui est sociologue et spécialiste des stratégies d'opinion et qui va nous présenter les tendances et les mutations de l'opinion sur ces sujets. Également Robert Zarader, notre président, à qui je vais très bientôt laisser la parole. Avant cela, une dernière chose, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet que vous trouverez en bas de votre ordinateur, en bas de votre écran, pardon, l'onglet questions-réponses. Vous pouvez aussi lever la main virtuellement si vous souhaitez poser une question orale à nos intervenants. Sans plus tarder, Robert, je vous laisse la parole. Merci à nos intervenants d'être là et bon webinaire à tous. Merci Anaïs. Alors quand on me dit notre président, j'ai toujours tendance à me retourner pour voir si quelqu'un ne m'a pas collé une photo d'Emmanuel Macron derrière moi, mais bon, ça n'est pas le cas. Donc je voulais d'abord remercier nos intervenants, Christian Pertuis et Samuel, Samuel Géquier, qui est un peu un compagnon de route d'Equantienco et qui est un peu notre homme opinion. Merci à tous les deux. Alors je vais être très, très rapide dans l'introduction. D'abord pour faire une remarque. C'est qu'on a un concurrent à nous qui doit financer de manière discrète Jean Castex, le Premier ministre, parce que à chaque fois qu'on a un webinaire maintenant depuis des semaines et des semaines, il y a une annonce. Alors on m'a expliqué que c'était parce que je faisais les webinaires le jeudi et que l'annonce c'était le jeudi. Mais la dernière fois, enfin une des dernières fois, c'était un mercredi et il a fait l'annonce le mercredi. Donc je ne peux pas considérer ça comme quelque chose d'aléatoire. Donc je pense que c'est totalement volontaire et que un de nos concurrents doit le financer. Au-delà de ça, aujourd'hui, quand on a choisi la date de ce webinaire, alors je ne vais pas vous expliquer qu'on avait hyper réfléchi, etc., mais on s'est rendu compte, a posteriori, très franchement, que c'était la date où l'affaire du siècle allait prendre son envol juridique, puisque c'est aujourd'hui que commence l'instruction du sujet. Et c'est vrai, ça va être une première thématique, je pense, qui sera vraiment intéressante et qui est d'ailleurs à la fois directement et indirectement liée à l'ouvrage de Christian de Pertuis. C'est finalement dans les réflexions qu'on a aujourd'hui sur les nouvelles formes de régulation qui permettraient de composer de meilleure manière ce qui touche à l'environnement et la santé d'un côté, et le réchauffement climatique et le fonctionnement de l'économie, la dimension, entre guillemets, ce que les économistes abordent sur des théories de la convention, du contrat, des formes de régulation institutionnelle. Est-ce qu'on ne peut pas se passer, finalement, pour changer le système de ces régulations et de ces incitations institutionnelles, qu'elles soient à travers des ONG qui vont porter le fer sur le plan du droit au niveau juridique, ou que ce soit, à un moment donné, le politique qui s'empare du sujet pour en faire un élément de discussion constitutionnelle, ou qu'une convention de citoyens s'empare de ce type de sujet pour faire en sorte que la régulation passe finalement par des tiers d'opinion ou d'institutions. Je pense que c'est un premier point. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous abordez aussi ce qui apparaît peut-être plus naturel, comment l'économie peut, le système économique peut et maintenant doit s'adapter finalement à la conjugaison de ces impératifs à la fois sanitaires, pandémiques, etc., et du réchauffement climatique, et comment finalement certaines formes de régulation économique, d'évolution de la manière, entre guillemets, de faire de l'économie peut permettre d'arriver à conjuguer ces deux nouvelles
contrainte et transformer ce qui s'est passé en opportunité. Et puis, je vais conclure sur le troisième point. Donc, il y a le point anecdotique sur, malgré tout, qui n'est pas complètement sur l'affaire du siècle. Le point, effectivement, sur cette relation avec l'économie. Et le troisième point, j'ai à la fois lu le livre et puis lu beaucoup de papiers, de critiques sur le livre. Et il y en a une qui m'a marqué, parce qu'elle est assez symbolique. C'est celle de c'est Daniel Fortin, le rédacteur en chef des Échos, qui a fait un tout petit billet sur votre livre, d'ailleurs qui a une très belle couverture presse, je crois que c'est un livre qui a été très apprécié, et qui, d'entrée, voulait dire du bien de votre livre, mais tout en ayant une espèce de système de délégation, qui était de dire, je vais dire du bien du livre, mais surtout, attention, hein, il n'est pas du tout pour la décroissance. Et c'est assez intéressant de voir la façon dont il a appris le sujet. Il se donnait lui-même un principe de précaution. Il voulait bien dire du bien du livre, mais surtout pas qu'on pense qu'il puisse mettre de l'eau au moulin des partisans de la décroissance. Ce que d'ailleurs, vous ne faites pas. Voilà. À voir. Voilà, mais ça va être un élément. À discuter, à discuter. Une autre croissance et décroissance, c'est pas tout pareil. Et voilà, donc je pense que ces différents thèmes sont vraiment au cœur des réflexions aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Samuel qui va nous dresser un peu le contexte d'opinion. Et puis après, Christian, on vous laissera présenter vos principales thèses avant d'en discuter avec vous. Merci Robert. Bonjour à tous. Oui, l'idée, c'est effectivement de vous montrer comment, au fond, du point de vue de l'opinion, en tout cas, et de ses évolutions, Covid et réchauffement marchent ensemble, fonctionnent ensemble au sein d'une même continuité. Christian Depertuis vous expliquera pourquoi il considère qu'ils sont faux jumeaux dans leur nature, mais en tout cas, du point de vue de l'opinion et de ses conséquences sur les représentations et les évolutions, ils sont assez fondamentalement jumeaux et marchent ensemble. Pour une première raison, c'est qu'il y a un lien compris quasiment spontanément par la population entre les deux, parce que ça a été beaucoup porté par des experts, par les forces politiques, les écologistes notamment, et le fait que la déforestation, le rapprochement entre les espèces sauvages et l'homme viennent finalement diffuser le virus est vu comme une énième conséquence de la mondialisation. Vous avez eu beaucoup de papiers sur le sujet. Il y en a eu encore un dans Le Monde hier des deux dirigeantes du WWF sous ce titre, la pandémie a mis en évidence le lien entre la destruction de la nature et la menace sur la santé humaine. Et effectivement, l'opinion a compris ça. Et du coup, la mondialisation n'est plus seulement un danger macro, un danger pour l'emploi, un danger pour les fractures, un danger pour les inégalités sociales. Elle devient presque, j'allais dire, un danger individuel pour soi, en soi et pour sa propre santé. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que la crise sanitaire, l'épidémie ne fonctionne pas du tout en rupture ou en contre-tendance forte, du point de vue de l'opinion, encore une fois, mais bien plus en accélérateur de tendances qui étaient déjà à l'œuvre et qui étaient déjà là, impulsées notamment par la prise de conscience de l'urgence climatique. Et ainsi, des basculements d'opinion ont été consolidés, accélérés par la crise sanitaire, qui est venue confirmer, au sens vraiment de la confirmation, sans biais pour le coup, des représentations et des perceptions qui lui préexistaient. On parle ici vraiment des tendances longues de l'opinion, et en faisant un peu attention à l'artefact conjoncturel des sondages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez un certain nombre de sondages qui vont mettre en concurrence la lutte contre le réchauffement climatique, la crise sanitaire, l'économie, en demandant aux gens de trancher ou de choisir l'un ou l'autre. Évidemment, la santé arrive en tête. Évidemment, l'économie remonte puisqu'on est en pleine crise. Mais c'est évidemment conjoncturel et évidemment artefactuel, puisqu'on demande aux gens de faire une hiérarchie qu'ils ne font pas forcément eux dans leur tête. Et au-delà de cette écume, au fond, on voit que les choses évoluent assez profondément et assez fondamentalement, et que ces deux jumeaux contribuent à des changements majeurs. Le premier, c'est au fond la rupture grandissante avec le système mondialisé libre-échangiste et ce que moi j'appelle la désaffiliation croissante à l'égard du capitalisme financier. Et rupture, désaffiliation qui sont devenues aujourd'hui majoritaires. Ce qui est intéressant, c'est que ça préexistait avant la crise. Je vais essayer de vous partager un graphique. C'est-à-dire qu'avant la crise, les coûts écologiques et sociaux de la mondialisation apparaissaient déjà insoutenables et insupportables à une part grandissante des opinions publiques. Vous avez sous les yeux le baromètre de la confiance de l'agence américaine Edelman, qui est réalisé depuis 20 ans dans 28 pays à économie de marché.
Et vous voyez que pour la première fois, il a été réalisé fin 2019, donc avant l'épidémie. Pour la première fois, fin 2019, on avait une majorité de gens dans ces pays, 56% au global, qui considéraient que le capitalisme apportait plus de mal que de bien dans le monde. Et vous voyez que la France, au troisième rang, avec 69% de gens partageant son opinion, se situait déjà au fond dans le trio de tête de la contestation du capitalisme mondialisé. Une contestation, vous le voyez également sur le graphique, qui est assez majoritairement partagée par toutes les opinions européennes. Et au fond, il ne reste plus que le Japon, Hong Kong et les États-Unis, où une majorité de personnes pensent encore que le capitalisme a plus de bénéfices que de coûts, ou apporte plus de bien que de mal. Donc, avant même l'épidémie, on était déjà dans ce stade-là d'opposition, en tout cas de désaffiliation à l'égard du système économique mondial. Aujourd'hui, tous les indicateurs convergent pour dire que ces tendances effectivement continuent, se poursuivent et sans doute se consolident. Dans les dernières études, je vous en fais un panorama rapide, mais il y a des évolutions qui sont sensibles et brutales. On a aujourd'hui une large majorité de Français, 56%, qui considèrent que le système capitaliste n'est pas compatible, c'est le terme du sondage, avec la préservation de la planète et les enjeux environnementaux. Le mot libéralisme, quand on demande aux gens de dire s'il évoque quelque chose pour eux de plutôt positif ou de plutôt négatif, la connotation positive a perdu 20 points en 20 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de 70 à 50%, ce qui en études quantitatives constitue quand même des évolutions importantes. Vous avez aujourd'hui plus de 8 Français sur 10 qui sont pour la relocalisation en Europe des filières de production délocalisées en Asie. Encore évidemment une énième critique de la mondialisation. Et vous en avez près de 7 sur 10 qui considèrent qu'il faut réduire l'influence de la finance et des actionnaires sur la vie des entreprises et qu'il faut ralentir le productivisme et la recherche perpétuelle de rentabilité. C'est bien là le capitalisme financier, capitalisme obsédé par le profit, qui est visé et qui est décrié. Deuxième effet j'allais dire conjugué finalement de la prise de conscience de l'urgence climatique et du Covid, une mondialisation perçue de plus en plus négativement et son corollaire, la demande grandissante de protectionnisme. Vous le voyez sur ces graphiques, par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire en 2017, l'idée que la mondialisation est une menace pour la France a progressé de 12 points, c'est-à-dire c'est plus haut niveau. Ce n'est pas complètement neuf, hein, la France a toujours eu un rapport assez compliqué à la mondialisation. Et vous voyez sur le deuxième graphe, surtout qu'on est au niveau record de gens qui estiment que la France doit se protéger davantage du monde aujourd'hui. 65%. Vous en avez également 2 tiers qui sont désormais favorables à la mise en place d'un protectionnisme européen et 1 sur 2 même favorable à la mise en place d'un protectionnisme national. Donc on voit bien là le besoin de retrouver effectivement de la souveraineté, la critique du libre-échange. Et là encore, la crise sanitaire, le Covid accélère les choses, mais ne les crée pas, puisque la demande de protectionnisme, elle émergeait avant la crise sanitaire. Quand on regarde l'Eurobaromètre, qui est la grande enquête réalisée par la Commission européenne dans les 27 pays de l'Union, et depuis 1973, qui teste effectivement le mot protectionnisme, qui était toujours perçu négativement, jusqu'à novembre 2009, pour la première fois, une majorité des Européens le percevaient positivement. Donc cette demande protectionniste, elle existe avant le Covid, mais évidemment, le Covid vient la renforcer, vient la nourrir, vient la consolider. Et donc, le double effet des crises climatiques, crise sanitaire, reconstitue, en tout cas reconsolide des axes majoritaires, très majoritaires, pour ne pas dire consensuels dans l'opinion, autour effectivement de la demande de souveraineté, de réarmement de l'État, de la protection et de la revalorisation des biens communs, d'une relocalisation des activités, à la fois au nom évidemment de l'environnement, parce qu'on sait que la mondialisation est coûteuse, mais aussi de l'indépendance stratégique du pays, à une aspiration à plus de protectionnisme et au fond à évidemment une meilleure préservation de la planète. Et si on met finalement ensemble tous ces indicateurs, on se rend compte assez clairement que ce sont tous les piliers de la mondialisation libérale et du modèle libre-échangiste dont on ne veut plus, au fond, au profit d'un monde évidemment plus respectueux de l'humain, plus respectueux de l'environnement. Et on peut quasi en conclure que la crise sanitaire, finalement, renforce, accélère la demande sociale d'une rupture avec l'ordre ancien et de 30 ans de mondialisation débridée, et qu'elle clôt, en tout cas du point de vue de l'opinion, ce chapitre. Et au fond, le Covid vient vraiment en continuité, en continuum, après le réchauffement climatique,
comme le symptôme de plus, le énième ou en plus d'un système économique en crise, et dans une forme de même logique, de même cohérence, puisque les coupables, c'est les mêmes, c'est la mondialisation, c'est le libre-échange, c'est la recherche du profit, c'est le capitalisme débridé. Même cause et avec les mêmes conséquences, puisque Covid et réchauffement climatique débouchent, par exemple, sur la même demande de retour et de réappropriation du local. Quand on parle de relocalisation des activités, c'est que la traduction économique d'une préoccupation écologique qui est les circuits courts. Mais c'est à peu près la même idée et c'est à peu près la même chose. Et ainsi, au fond, réchauffement, en tout cas, prise de conscience de l'urgence climatique et crise dopent une vraie tendance de retour au local. On le voit avec le retour du commerce de proximité. Vous avez aujourd'hui 2/3 des Français qui disent vouloir soutenir davantage les petits commerçants depuis la crise. Alors, c'est de l'intention, hein, parce que rien n'étant manichéen, évidemment, on sait que la crise a bien plus dopé le commerce numérique que le commerce de proximité. Mais en tout cas, dans les représentations, il y a cette idée chez les Français qu'il faut soutenir les petits commerçants, le petit commerce de proximité près de chez soi. Vous avez évidemment une volonté accrue de consommer local. Bon, ça, tout le monde a vu les enquêtes, elles sont connues. 9 Français sur 10 disent aujourd'hui acheter tout le temps ou le plus souvent des produits de saison. 76% disent vouloir privilégier l'achat de produits locaux. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça continue de se renforcer. Et puis, vous avez aussi le retour au local avec le tourisme, sans doute une tendance là un peu plus nouvelle, avec l'idée qu'il faut désormais prendre des vacances près de chez soi et dans son pays pour à la fois, en raison évidemment des problèmes sanitaires, mais également pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, les représentations se modifient de manière indiscutable. Et au fond, ce qui relevait il y a 20 ans d'idées altermondialistes, qui était le fonds de commerce data, qui est aujourd'hui devenu majoritaire dans le pays, si on voulait un peu caricaturer et résumer. Il reste donc effectivement une grande question qui est au-delà des représentations, au-delà du déclaratif, parce que tout ce que mesurent les sondages n'est que du déclaratif, c'est la modification réelle des comportements et le gap ou pas entre les intentions et les actes. Si on fait 2 secondes un peu d'épistémologie, d'étymologie, excusez-moi, joli lapsus, crise et critique, les deux mots ont la même étymologie grecque, qui est crisis, qui vient du verbe krainen, krainen signifiant lui-même l'action ou la faculté de séparer, de distinguer, de passer au crible, exactement, de sous-peser. Et on voit bien que notre crise, la crise qu'on vit, est effectivement un moment critique, c'est-à-dire un moment aigu, difficile, violent, et aussi un moment de critique où on ressoupèse, on réexamine l'existant, on cherche de nouvelles idées et solutions. On y est en plein, on y est individuellement, vous l'avez vu avec tous les débats, ou en tout cas tous les articles de presse sur les projets de changement de vie, de déménagement vers la campagne, vers des zones plus vertes, etc., que dans tous les débats collectifs sur l'organisation de l'État, de la production, de l'hôpital, des services publics, etc. Donc, on est vraiment dans un moment d'interrogation. Reste à savoir sur quoi ce moment d'interrogation, d'examen, au fond, va déboucher, avec une alternative. Est-ce qu'on va être dans un effet rattrapage quand on pourra sortir de la crise pour revenir très vite au monde d'avant et reprofiter de tout ce qu'on n'a pas eu depuis un an bientôt? Ou est-ce que les comportements vont entrer dans une modification réelle pour finalement, j'allais dire, construire par le bas, avec les pieds, le fameux monde d'après? La question est difficile à trancher, mais en tout cas, vous voyez, si vous voyez ce PowerPoint, que dans le déclaratif et dans les actes, il y a une envie de changer. C'est un sondage qui est sorti hier, qui a été réalisé à la fois dans l'Union européenne, aux États-Unis et en Chine, et qui s'intéresse spécifiquement au voyage et au tourisme. Vous voyez que dans le déclaratif, il y a une très large majorité de gens qui disent vouloir aller dans leurs vacances maintenant essentiellement dans leur propre pays. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a un peu un effet loupe, le 82% paraît énorme, mais il faut savoir qu'il y avait quand même toujours, et même avant le Covid, une large majorité d'Européens qui ne partaient pas à l'étranger, mais qui partaient dans leur propre pays. Donc, le chiffre est gonflé artificiellement, mais enfin quand même. Vous en avez 74% en Europe qui disent qu'ils veulent moins prendre l'avion, 71% qui vont préférer le train et 62% même qui sont prêts à sacrifier le voyage de leur rêve au nom du réchauffement climatique. Donc, en tout cas, dans les intentions, il y a une volonté affirmée de changement. On le voit également quand on rentre un peu plus en détail sur le trafic aérien, qui est évidemment un enjeu assez économique et écologique assez important de cette crise. Là encore, le flight
Sam, parce que les Suédois, parce que c'est un terme suédois qui signifie la honte de prendre l'avion, existait avant le Covid. Puis le Covid est arrivé et a cloué les avions au sol. Et dans le même sondage, lorsqu'on demande aux Européens qu'est-ce qui va se passer une fois que le Covid seront derrière nous, chez ceux qui prennent l'avion, et on est uniquement chez ceux qui prennent l'avion, vous en avez 46% qui disent qu'une fois le Covid dépassé, ils éviteront de prendre l'avion à cause de l'impact sur le changement climatique. Et vous en avez 40% au contraire qui disent qu'ils retourneront au plus vite à leurs habitudes traditionnelles. Donc, on est presque à proportion équivalente. Mais en tout cas, le fait que près d'un Européen sur deux qui a l'habitude de prendre l'avion dise qu'il le prendra moins, même quand le Covid sera passé, peut sans doute en partie inquiéter les compagnies aériennes aujourd'hui. Donc, dans les intentions, la demande, elle est très claire. Autre chiffre, quand on interroge les Français sur le plan de relance du gouvernement, vous n'en avez que 12%, ce qui est très peu, qui souhaitent que ce plan de relance avant tout la croissance du PIB coûte que coûte. Et vous en avez 80% qui préfèrent qu'il repense le modèle économique pour réduire les inégalités et tenir compte des limites de la planète. Donc la demande, elle est là et elle est majoritaire. Et c'est une demande politique, c'est une demande de nouvelles régulations publiques, c'est une demande de nouvelles interventions, c'est une demande qui s'adresse à l'État, y compris dans une forme judiciaire, comme on peut le voir aujourd'hui avec l'affaire du siècle, car au fond, l'idée que chacun peut contribuer à la lutte contre le changement climatique, si elle reste largement partagée, l'impact du changement individuel, du changement de comportement paraît de plus en plus limité aux yeux de l'opinion, notamment évidemment au regard des grands enjeux économiques, industriels et agricoles. Et toujours dans cette enquête européenne, vous avez seulement 19% des Européens et des Français, c'est le même chiffre, qui pensent que leurs comportements peuvent avoir une large part. Et c'est le large part qui compte là-dedans dans la lutte contre le changement climatique. La très grande majorité se positionnant sur l'item une petite part. Mais on voit bien qu'une petite part face à l'ampleur du défi, à l'ampleur du problème, ça ne le résoudra pas. Vous n'avez que 19% des Européens et des Français qui disent avoir fait des changements radicaux aujourd'hui dans leur mode de vie pour lutter et pour participer à la lutte contre le changement climatique. La très grande majorité avouant là encore des changements au fond qui coûtent très peu, c'est-à-dire acheter du bio quand on le peut, trier ses déchets ou faire un peu de vélo. Et enfin, dernier frein sans doute au changement individuel, évidemment le pouvoir d'achat et l'aspect financier des changements. L'opinion n'est toujours pas prête à des sacrifices financiers. Et chez parmi les Français qui prennent l'avion, vous n'en avez que 17% qui se disent prêts à systématiquement compenser financièrement les émissions carbone. Et donc, pour conclure, et puis pour donner la parole à Christian de Pertuis, on voit bien que le Covid fonctionne comme accélérateur de tendance. Ça, c'est évident. Sur la rupture de l'opinion avec la globalisation, sur l'accélération, ça c'est mon opinion, mais également sur l'accélération du numérique, puisqu'au fond, si on voulait faire une petite boutade, Netflix et le Covid ont un point commun, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on se rencontre. Et que donc, l'un nourrit l'autre dans le fait que chacun reste chez soi et ne retrouve pas l'autre. Et donc, on a des changements de mentalité, on a des changements d'état d'esprit, on a des changements de représentation qui font d'une nouvelle demande sociale à l'égard du politique, ça c'est incontestable, de rupture effectivement avec un productivisme vu comme destructeur et en parallèle de construction d'une société plus sobre, sans doute plus résiliente et sans doute plus humaine, reste une interrogation d'ampleur à laquelle on n'a pas de réponse, qui est le rythme, au fond, l'intensité, l'ampleur des changements à venir dans les actes des uns et des autres. Et je donne immédiatement la parole à Monsieur de Pertuis. Bien, merci beaucoup. Merci à Robert et à Quincy pour cette invitation. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Bon, j'ai beaucoup apprécié, Samuel, les tendances que vous indiquez, parce que je pense qu'il y a une espèce de je n'avais pas du tout ces tendances-là quand j'ai écrit mon bouquin, mais non. Je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui se rejoignent. Bon, deux mots peut-être sur pourquoi j'ai fait ce bouquin. C'est assez simple, comme la quasi-totalité d'entre nous, j'ai été confiné à partir du mois de février, mars, je ne sais plus, et on m'a expliqué que ma plus grande utilité sociale, c'était de rentrer dans mon chez-moi, et surtout de ne plus voir personne, trop vieux évidemment pour participer à la réserve sanitaire, trop vieux pour une quelconque utilité, je ne sais pas, donner son sang, tout ça, à risque, donc pas de petits-enfants, etc., des cours à distance, donc bon, j'ai gagné un peu de temps, et tout de suite, je me suis dit, il faut peut-être réfléchir quand même un peu à
lien entre la crise sanitaire et le changement climatique. Bon. Et assez vite, j'ai été horriblement agacé par… tous les jours, je lisais dans le journal un article ou une opinion sur le monde d'après. Vous voyez, bon, on parlait du monde d'après. Moi, je me suis dit, essaye de réfléchir sur… Regarde dans la façon dont on réagit à la crise sanitaire, est-ce qu'on peut détecter un peu des accélérateurs de changement, pour reprendre la formule de Samuel. Et c'est ce qui m'a amené effectivement à faire ce bouquin assez vite, hein, parce que c'est quand même un bouquin que j'ai fait en mois. Bon. Et je dirais que quelque part aussi, ça a un peu donné un sens à mon conflit. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous les principaux messages. Il faut que je retrouve mon truc. Évidemment, j'avais tout à l'heure, mais que évidemment, je n'ai plus maintenant. Je vais peut-être demander à Anaïs. Anaïs, hein, vous vous appelez, là, si vous pouvez me retrouver Vous pouvez me retrouver mes slides, parce que je les ai perdus par rapport à tout à l'heure. J'arrive, je les sors tout de suite. C'est comme ça quand on fait les… Voilà. Bon. J'arrive tout de suite. Moi, le concept que je crois qui fait un peu le lien entre ce qui a été dit et puis ce que j'ai écrit, c'est le concept de résilience. Le premier, je n'ai pas besoin d'aller directement au deuxième. Voilà. On va partir d'un petit graphique, d'un petit schéma, un petit cartoon que j'aime beaucoup, qui est paru dans The Economist, qui va justement me permettre de préciser un peu ce que j'entends par les faux jumeaux. J'ai beaucoup aimé ce dessin qui vous montre le terrien et le Covid, hein, qui sont engagés dans un match de boxe. Et vous voyez, derrière, autour du ring, vous avez un autre boxeur qui est représenté physiquement exactement, hein, comme le boxeur du Covid, simplement il est un peu plus gros, quoi. Le dessin suggère que le combat contre le changement climatique va être de même ordre, mais qui va être plus long, plus compliqué. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui rapproche et qu'est-ce qui différencie CO2 et Covid? Je pense que la bonne formule, c'est des faux jumeaux. Faux jumeaux, ça veut dire que d'abord, il y a des ressemblances fortes, il y a des caractères gémellaires entre les deux. Et je vois deux caractères gémellaires très importants qui rejoignent assez directement ce qui a été dit sur les représentations. Le premier caractère commun au Covid et au CO2, c'est le fait que quand on veut combattre une épidémie, quand on veut devenir plus résilient par rapport au risque climatique, on a un problème, il faut aligner les comportements de tous. On voit bien que si on n'est pas capable d'aligner les comportements de protection sanitaire ou de réduction des consommations d'énergie, eh ben, on n'aura pas les résultats. Des économistes, dans leur langage un peu bizarroïde, appellent ça la protection des biens communs planétaires. La santé publique, le réchauffement climatique, c'est un bien commun planétaire, et pour protéger ce bien commun, il faut arriver à aligner l'ensemble des comportements, ce que manifestement la mondialisation libérale ou le capitalisme non régulé ne peut pas faire. Deuxième point commun, la science. Les alertes sur le climat, comme les alertes sur la couche d'ozone, ont été portées par les scientifiques. D'où le rôle absolument incontournable du GIEC dans la lutte contre le changement climatique. Et on voit bien que, pareil pour l'épidémie, Robert nous rappelait que malencontreusement, le Premier ministre prend chaque fois la concurrence avec nous. Je pense que la plupart des gens qui doivent être bien informés pour regarder notre webinaire plutôt que le Premier ministre. Mais bon, on voit bien que les politiques qui ne font pas confiance à la science en matière de changement climatique sont aussi ceux qui ne nient l'importance du risque sanitaire et de la pandémie. Pas de dessin. Donc, on a une problématique commune qui est comment intégrer correctement les messages et les alertes de la science dans la décision collective, dans la décision publique. Et ce point est assez compliqué parce que intégrer les messages de la science, ça ne veut pas dire mettre des scientifiques à la place des politiques, c'est-à-dire trouver une articulation. Bon. Et donc, si on n'avait que des caractères de gémelléité entre Covid-19 et CO2, chaque fois qu'on agirait contre
la pandémie, on agirait aussi contre le changement climatique. Or, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a deux différences majeures qui font que ces jumeaux sont en fait de faux jumeaux. La première différence, c'est que le CO2, il est entièrement anthropique. Nous décidons collectivement, par nos comportements, par nos actions de production, de consommation, la quantité de CO2 que nous envoyons chaque jour dans l'atmosphère. Le virus, il n'est pas anthropique, il s'est déplacé, il circulait depuis très longtemps dans le monde animal et puis il s'est transmis aux sociétés humaines, soit directement, soit éventuellement à travers un laboratoire. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que contre le Covid, et on porte beaucoup d'espoir en ce moment dans les vaccins pour lutter contre la pandémie, sur le changement climatique, il n'y a pas de vaccin possible. Parce que c'est nos comportements, c'est nous-mêmes l'agent pathogène. Donc, il faudrait trouver un vaccin contre nous-mêmes. Donc, là, on a une première différence très importante. La lutte contre le changement climatique est une lutte qui ne se mène pas contre un être extérieur, mais contre nous-mêmes. Le deuxième point, c'est la temporalité que j'ai beaucoup développée, non pas dans mon dernier ouvrage, mais dans mon ouvrage antérieur, qui s'appelle le tic-tac de l'horloge climatique, entre le moment où on décide une action contre la circulation du virus et le moment où on commence à voir les premiers effets, il s'écoule en gros 2 semaines. Entre le moment où on commencera à agir plus efficacement au plan global sur le changement climatique et le moment où on commencera à voir les résultats sur le climat, il s'écoulera plutôt 2 à 3 décennies. Et donc, on a un problème absolument nouveau sur ces questions climatiques, sur les questions de biodiversité, qui est le timing, le délai entre le moment où on engage les actions et le moment où on voit les résultats sur le climat. Alors, cela étant dit, la question que je me suis posée, c'est compte tenu de ces ressemblances et de ces différences entre Covid-19 et CO2, qu'est-ce que je vois dans les réactions des sociétés qui permettent d'anticiper des accélérations favorables ou défavorables à la lutte contre le changement climatique? Et comme je suis plutôt un être porté au positif et à l'optimisme, j'ai essayé de chercher les facteurs positifs. Et je les ai déclinés suivant les temporalités. En quoi la lutte contre la pandémie accroît à court terme notre résilience par rapport au risque climatique, à moyen terme et à long terme. À court terme, slide suivant s'il vous plaît, on voit que évidemment, lorsque on met à l'arrêt, mettez-le un petit peu plus haut peut-être, non, moi ça me coupe en bas, voilà, c'est mieux comme ça, hein. Voilà, beaucoup mieux. Lorsque, vous ne pouvez pas le mettre en plein écran du reste. Non. Je suis désolé. J'ai dû vous envoyer un PDF et pas un PowerPoint. C'est moi qui suis doublement foutif, je ne suis pas capable d'utiliser mes trucs et en même temps, je n'ai pas envoyé la bonne version. C'est pas grave. Vous voyez les petits canards à droite, hein. Ça, c'était pris au mois d'avril dernier sur la place du Palais Royal, en bas de l'Académie française. Pas un clampin, évidemment, la nature qui revient lorsque on met à l'arrêt l'économie. On va connaître en 2020 une baisse absolument historique, jamais vue dans le passé, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Hein. Il y a une espèce de consensus à l'heure actuelle de l'AIE et des experts pour dire qu'on serait un peu en dessous de moins 10% sur les émissions de CO2 pour l'année, ce qui ne s'est jamais vu, ce qui n'a jamais été approché par aucune espèce de crise antérieure, ni même les guerres, les choses comme ça. Comment est-ce que, même chose hein, sur les pollutions locales, bien évidemment, ça ne résout rien sur le changement climatique à long terme, puisque le changement climatique, c'est un problème de stock. Hein. C'est le stock de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère, qui réchauffe, et là, on agit sur le flux. Comme le stock de gaz à effet de serre, il représente à peu près 99 fois le niveau du flux qu'on envoie, hein, vous voyez que réduire le flux de 10% pour un an, ça va à peine se voir dans la croissance du stock. Donc, il faudrait, pour arriver à utiliser ce type d'outil pour réduire suffisamment les émissions, prolonger pendant 30 mois le confinement. Bien évidemment, même les économistes ou les environnementalistes les plus fous, les plus radicaux ne vont pas préconiser le confinement pendant 30 ans, ce qui ferait évidemment hurler Daniel Fortin, puisque s'il fallait mettre l'économie à l'arrêt pendant 30 ans, là, c'est plus de la décroissance qu'on aurait, mais c'est du plongeon abyssal.
Lorsque je regarde des mécanismes économiques qui ont été en jeu, je suis surpris par deux mécanismes à court terme très intéressants. En fait, le confinement, ça met à l'arrêt l'économie par un mécanisme de double rationnement. Vous rationnez l'offre parce que vous empêchez une partie de la force de travail. Il y a des travail, celle qui ne peut pas notamment télétravailler. Et puis, vous bloquez la demande parce que vous empêchez les consommateurs d'aller faire un certain nombre d'actes de consommation, soit totalement, soit différemment, suivant les secteurs, le tourisme étant évidemment celui qui est plus touché. Et ça, ça va avoir des conséquences très importantes sur le fonctionnement de l'économie et sur la façon dont on se retrouve à la fin de la crise, lorsque la pandémie va être maîtrisée. La première, c'est qu'on accumule des quantités absolument phénoménales d'épargne financière. C'est toujours assez bizarre lorsqu'on explique ça, notamment à des étudiants ou peut-être à des webinaristes, je ne sais pas comment on les appelle, mais ce type de crise, ça fait augmenter l'épargne financière parce que tous les ménages qui ont des revenus fixes ou pas garantis continuent à percevoir et puis ils ne peuvent plus dépenser. Donc d'un mois sur l'autre, l'OFCE a estimé la croissance de l'épargne financière à pratiquement 100 milliards supplémentaires disponibles. Donc les bas de laine augmentent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est que en même temps que ce phénomène de rationnement à court terme, on voit qu'il y a des mécanismes correcteurs, amortisseurs, pour ne pas faire écrouler complètement l'économie et ne pas empêcher complètement Daniel Fortin de dormir. Et ces amortisseurs sont de deux natures. Vous avez des amortisseurs publics, dont de nouvelles régulations économiques se mettent en place. J'y reviendrai dans la troisième partie de l'exposé. Notamment, on distribue massivement de l'argent public en le créant avec une banque centrale. Ça, c'est un point très important. Il va falloir voir qu'est-ce qui va rester éventuellement dans ces nouvelles régulations dans le monde post-Covid. Et puis, le deuxième point qui est fondamental, et ça a été dit par Samuel, c'est que la numérisation de l'économie s'accélère à un point fou. Moi, je n'avais jamais fait aucun webinar et aucun Zoom avant le confinement. Et depuis un an, j'ai pratiquement fait tous mes cours et toute mon activité professionnelle est basculée dans le monde numérique. On va accélérer un tout petit peu parce que sinon, on n'aura pas le temps c'est toujours l'inconvénient quand on invite un prof, il risque d'être un tout peu trop bavard. Donc, on va passer maintenant au moyen terme. Si vous pouvez, allez-y, ouais, levez-le bien, qu'on voit aussi le bas du graphique. Levez-le un peu plus. Aussi. Voilà. Alors, voilà, pour aller super. Donc là, vous avez les émissions de CO2 depuis 1900. Et je voulais juste vous montrer ce graphique pour réfléchir avec vous sur la résilience à moyen terme. Quand on va sortir de cette crise sanitaire et quand on va retrouver un peu de possibilités d'aller au cinéma, de prendre l'avion, parce que pour l'instant, on ne peut pas le prendre. Qu'est-ce qui va se passer lorsque les plans de relance vont agir plus fortement? Est-ce qu'on va retourner à la normale ou pas? Alors, dans le milieu écologiste, la frayeur de l'effet rebond sur les émissions de CO2 est terrible et souvent on dit des bêtises en disant que dans le passé, quand il y a eu des retournements sur la croissance des émissions de CO2 d'origine énergétique, c'est la courbe en bleu, après on est revenu à des situations antérieures. Si vous regardez bien les choses, ce n'est pas tout à fait exact. Après les chocs pétroliers, qui ont été la première fois où dans les émissions mondiales on a eu une baisse, c'est vrai qu'il y a eu une reprise de la croissance, mais pas partout. L'Europe, le pic d'émissions de CO2 en Europe, c'est 1980. Donc il y a eu des changements structurels sur une partie de l'économie mondiale. Pareil avec la dislocation du système soviétique au début des années 90, qui a été le deuxième point de décrochement sur les émissions, et la crise financière de 2009, qui est le dernier point où ça avait baissé avant la crise de 2001. C'est vrai que c'est reparti fort après en Asie, mais aux États-Unis, c'est pas reparti. Et le pic des émissions de CO2 aux États-Unis, c'est 2007. C'est justement à ce moment de la crise financière qui a été un retournement. Donc, la question de l'effet rebond maintenant, qui renvoie un peu à la question des plans de relance, je crois, elle est mal vue. La question essentielle, il n'y a aucune chance pour que
la relance économique en Europe fasse un effet rebond important sur les émissions de CO2, puisque la grande majorité des investissements, enfin une bonne partie des effets d'investissement au niveau du plan de relance, hein, c'est les investissements du Green Deal. Je pense qu'aux États-Unis, même Trump n'a pas réussi à relancer les émissions de CO2 malgré sa politique totalement irresponsable. J'imagine pas du tout que les émissions américaines. Donc la vraie question sur une possibilité d'effet rebond serait l'Asie, les pays producteurs exportateurs d'énergie fossile en dehors de ces pays-là. Et la question la plus importante, c'est la question sur la Chine, dont les orientations plus précises vont être données par le prochain plan quinquennal. Mais j'ai été très frappé, moi j'ai regardé les chiffres de Samuel, hein, lorsqu'on interroge les Chinois, hein, la perception hein, des questions climatiques est très forte en Chine. Hein, et on a des effets, alors ça ne se manifeste pas du tout comme chez nous, hein, mais le peu que je connais de mes collègues chinois et des idiots chinois, j'ai fait quelques cours, non pas à Pékin, mais à Shanghai, c'est qu'il y a aussi un effet générationnel. On va passer à la résilience de long terme. Hein, je me donne encore 5 minutes, hein, j'ai encore le droit de parler 5 minutes, Anaïs. Hein. Alors la résilience de long terme, c'est évidemment l'enjeu le plus important parce que ça renvoie au changement structurel et les questions qui sont posées par Samuel, c'est est-ce que les intentions affichées ont quelque chance de se traduire par des changements structurels, hein, parce que bon, quand on est un économiste du climat, moi je suis rentré dans le climat en 2004, hein, donc, ça fait un bout de temps quand même, je suis là-dedans, de bonnes déclarations d'intention, hein, Rio, Kyoto, l'accord de Paris, tout ça, hein, j'en ai entendu beaucoup. Hein, bon. Donc moi je pense qu'il y a 3 types de facteurs qui font que cette pandémie, qui est quand même une pandémie majeure hein, à l'échelle internationale, dont on ne sait pas encore comment est-ce qu'elle va se terminer, mais qui est majeure, un impact beaucoup plus important que toutes celles qu'on a connues depuis la fameuse crise espagnole de 1908, je pense qu'elle va laisser 3 types de traces. Premier type de trace, ça concerne les régulations globales du système capitaliste et Robert y a fait allusion. Je pense que le Covid-19 est un accélérateur d'un basculement de ce que j'appelle le capitalisme thermo-industriel derrière, basé sur des énergies fossiles, vers un capitalisme numérique que j'appelle un capitalisme viral. Le capitalisme viral, c'est le capitalisme dont la matière première est l'information et qui va tirer de cette information que nous lui donnons en permanence avec nos Zooms, avec nos téléphones portables, etc., tire de la valeur. Et ce capitalisme viral, il n'investit plus dans les fossiles. Son énergie, c'est l'électron et de préférence l'électron. À côté de cette accélération technologique vers un capitalisme numérique, on voit des régulations nouvelles qui se sont mises en place et je pense que ces régulations nouvelles qui portent le poids de collectifs d'intérêt général vont effectivement en partie devenir de plus en plus fortes par rapport à cette absence incroyable de régulation qui a marqué la mondialisation libérale. Mais pour moi, en réalité, le point d'inflexion a déjà démarré. Le point d'inflexion a démarré avec la crise de 2000. Deuxième type de changement structurel, tout ce qui concerne la mobilité. Là, on est sur relocalisation des filières courtes et vitesse des nouvelles mobilités. La mobilité totalement folle des personnes dans laquelle on vit, dans laquelle nos enfants sont nés là-dedans. Enfin, moi, je suis un peu plus âgé mais on voit bien qu'on est dans une société, il faut aller toujours plus vite, il faut se dépasser toujours plus loin. Bon, vous voyez, c'est le petit avion, là, c'est les gars qui imaginent encore faire demain du tourisme dans l'espace. Aujourd'hui, il y a une demande très forte de faire du vélo par rapport à ça. Je vous dis tout de suite hein, que lorsqu'on développe des pistes cyclables et qu'on fait faire du vélo, on ne réduit pas toujours les émissions de gaz à effet de serre, car lorsque c'est des utilisateurs de transports en commun qui deviennent des cyclistes, ça ne fait pas baisser les émissions de gaz à effet de serre parce que les cyclistes augmentent les encombrements et tant que les gens qui sont dans les voitures se convertissent pour vélo, on n'a pas gagné la bataille. Mais quand même, là, il se passe quelque chose d'important. Même chose sur les marchandises, comme Samuel l'a très bien dit, je n'insiste pas. Je
pense que le capitalisme post-Covid, le capitalisme viral, à la fois va donner une valeur incroyable à la circulation globale de l'information. Il y a plein de contradictions, je dirais, parce que ce que je disais sur le ralentissement sur les personnes, ça va accélérer sur l'information, mais on va donner une valeur supplémentaire à la proximité, à la résilience, qui consiste à se dire que c'est bien d'avoir son alimentation pas trop loin, ses médicaments, si possible, pas fabriqués. Vous voyez, là, c'est la plaquette de paracétamol qu'on n'est même plus capable de faire chez nous. Tout ça, évidemment, c'est des tendances lourdes qui, je crois, dont une partie va rester. Dernier point, le rapport au vivant. Vous voyez ces deux petits charmantes loutres de mer. Pourquoi j'ai mis des loutres de mer là-dessus? C'est parce que la loutre de mer, qui est le plus petit mammifère marin, joue un rôle très important pour le stockage du CO2 dans les océans. Comme c'est que l'océan est le plus gros puits de carbone de très loin sur cette planète, hein. Son rôle est fondamental dans l'équilibre climatique. Hein. Et la loutre de mer, c'est un petit animal qui sert à stocker du CO2 parce que, en gros, il contrôle la quantité d'algues, hein, qui est sous elle pour des raisons écologiques que je ne peux pas détailler maintenant. Bon. Je pense que la pandémie de la Covid-19 nous renvoie assez fondamentalement, non pas uniquement dans nos modes de vie, à la façon dont nos modes de vie accélèrent la circulation du virus, une fois qu'il est déjà là. C'est ça la mobilité, c'est ça le capitalisme viral. Mais renvoie aussi à la question du risque de transmission de tous ces animaux animaux ou particules, parce que les virus ne sont pas vraiment des animaux, ou les êtres microscopiques qui circulent dans le monde vivant et les risques de franchissement vers les sociétés humaines. Et là, on voit bien que si on veut limiter ces risques, là, j'ai fait un peu de recherche bibliographique pour terminer mon bouquin, d'être un petit peu sérieux. Tous les épidémiologistes que j'ai consultés, à commencer par le professeur Sossonetti, qui a sorti un très bon bouquin, bien meilleur que le mien sur le volet épidémiologique, vous disent qu'au XXe siècle, les maladies, nouvelles maladies, elles viennent toutes du monde animal, elles franchissent la barrière. Donc, si on veut limiter ce risque sanitaire, ça veut dire qu'il faut fondamentalement reconsidérer différemment notre rapport au vivant, et ceci a des implications très directes et très importantes sur notamment les activités qui sont les plus en première ligne dans nos liens avec le milieu naturel, c'est-à-dire l'agriculture, la gestion de la forêt et la pêche. Et c'est le deuxième volet de la grande transformation qu'il faudra faire sur plusieurs décennies pour réduire notre risque climatique. D'un côté, il faut sortir les énergies fossiles du système énergétique, et de l'autre côté, il faut retrouver un rapport différent au vivant, et notamment réorganiser nos systèmes de production agricole et alimentaire, nos consommations alimentaires, sur des bases qu'on qualifie, pour faire vite, de l'agroécologie, c'est-à-dire pour utiliser différemment le capital naturel et rentrer dans des cycles du capital naturel. Voilà, donc bien évidemment, en tant qu'économiste, je ne me réjouis absolument pas de la Covid-19 et de cette catastrophe sanitaire, mais il me semble que, comme l'histoire nous a enseigné, après des catastrophes, les réactions des sociétés aux catastrophes peuvent provoquer des mutations qu'on n'anticipait pas. Et je pense que l'une de ces réactions possibles, c'est de marcher vers une économie, un fonctionnement de l'économie qui va progresser à la fois dans la résilience face aux risques sanitaires et face aux risques climatiques. Et comme je pense que dans les sociétés, les populations sont plus sensibles directement aux risques sanitaires qui concernent ma santé qu'aux risques climatiques, qui est un peu plus vu comme un risque global, le Covid-19 va bien être un accélérateur de l'action climatique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Anaïs, tu sollicites les questions? Alors... Oui, j'ai déjà quelques questions. Robert, du coup, je prends la parole puisque vous me la donnez pour déjà poser une question. Alors, pardon, je me remets sur ce que j'ai noté. Alors, pour continuer à faire le lien justement entre la crise que nous traversons et la crise climatique,
il y a une question qui revient sur le caractère jugé parfois autoritaire des mesures anti-Covid, qui pose la question du rapport à la démocratie. Est-ce qu'il faut tout accepter? Est-ce qu'il faut accepter, voire accepter d'y renoncer en partie pour lutter contre le dérèglement climatique? C'est une question qui revient souvent. Bon, c'est une question super intéressante et je dirais en langage un peu de votre génération, super flippante, si vous voulez. Bon, comme je l'ai indiqué, on voit bien que la façon la façon dont on peut agir par rapport au changement climatique, ça implique un alignement des comportements. Donc, cet alignement des comportements, on peut être extrêmement naïf et se dire qu'il va arriver par une conscience environnementale qui se diffuserait d'une personne à l'autre. Je crois que Samuel nous a dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près de l'ordre de 15% des Français qui agissaient au plan individuel. Bon, c'est déjà beaucoup s'ils le font, mais moi je ne crois pas du tout à ce que des actions individuelles et de la prise de conscience, même s'il faut, soient à la hauteur de l'enjeu. Donc il faut aller plus loin et il faut aller plus loin avec des systèmes démocratiques dans lesquels les décideurs ne verront pas les résultats des actions qu'ils entreprennent. Si nos décideurs arrivent à bien lutter contre l'épidémie, on va voir les résultats dans 3 semaines. Sur le changement climatique, c'est pas. J'ai une formule un tout petit peu rapide, mais qui résume bien les choses. Moi, j'ai eu 2 petits-enfants qui sont nés en 2020. Si on se met sérieusement à l'action climatique, lorsqu'ils auront en 2050, le climat il est déjà quasiment joué en fonction du stock qui est déjà dans l'atmosphère. Donc les différences dans le système climatique, ça va apparaître après. Donc c'est vraiment quand eux, ils auront mon âge, c'est-à-dire plus près de la fin du siècle, on verra la différence. Donc ça c'est important. Alors est-ce que ça veut dire que les systèmes dictatoriaux sont meilleurs? Moi, je ne crois pas. Et je crois que toutes les expériences qu'on a eues dans le passé de systèmes dictatoriaux, de systèmes centralisés qui, au nom du bien-être du peuple, ont voulu faire de l'écologie, en général, ça s'est terminé par des catastrophes. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais vous pouvez regarder, le système soviétique, c'est la catastrophe absolue, on s'en est rendu compte à la fin. Mais il y en a plein d'autres exemples. La Chine, dans les moments du Grand Bond en avant, je ne parle pas de la Corée du Nord. Moi, je pense que la question, c'est comment est-ce qu'on peut réguler le capitalisme et comment est-ce qu'on peut trouver des équilibres. Et il y a la question de l'équilibre classique pour les économistes entre la puissance publique, l'État ou les collectivités territoriales ou l'Europe, puis le marché. Là, on est à peu près outillé. Bon. Et puis, il y a la question des régulations qui viennent de la société civile, des bons citoyens, la soft law, la fin du siècle. Je pense que c'est un jeu un peu compliqué. Et puis, il y a la question des instruments économiques. Bon, moi, c'est ma spécialité. Donc, depuis 10 ans à peu près, un peu plus même, j'essaye de persuader les décideurs que j'ai l'occasion de rencontrer de mettre en place des instruments économiques. Et mettre des instruments économiques efficaces, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer le fonctionnement des règles du marché. Et on peut le faire soit par des mécanismes fiscaux. Je ne rentre pas dans les détails, parce que je vais vous assommer, mais moi, même après les gilets jaunes, je reste un partisan de la taxation du carbone. Évidemment, il faut la redistribuer correctement. Et pour la redistribuer correctement, souvent, il faut commencer peut-être par la redistribution avant de la taxer, parce que sinon, on ne croit jamais que les promesses de demain, je vais vous redistribuer, ça ne marche pas. Donc, il faut commencer par… C'est ce qu'on a fait avec le Covid. Le Covid, massivement, on a distribué de l'argent. Et là, je pense que cette expérience-là, elle peut être utilisée. Et puis, après, il y a des instruments réglementaires forts, sous des masses dans le monde. Les instruments réglementaires forts, ça concerne principalement à court terme l'exploitation des hydrocarbures et l'exploitation du charbon. Bon. Je pense que pour l'instant, 1 an après le démarrage de l'épidémie,
la partie émettrice, la partie fossile de l'économie est beaucoup plus affectée, beaucoup plus affaiblie que d'autres parties. Donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens. On n'a pas du tout, on n'a pas réduit les régulations en Europe. L'affaire qui est la moins claire pour moi aujourd'hui, c'est comment en Chine, il y a un débat en ce moment en Chine. Il y a un débat sur, qui est, je pense, en partie un débat de génération entre les provinces qui veulent réinjecter un peu de l'argent sur le charbon, des choses comme ça, puis ceux qui veulent au contraire accélérer l'habitation numérique. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je vais essayer de faire de le moins possible. Alain, je crois qu'il y a une question qui est un peu dans le même sens, sur la prise de conscience des politiques est-elle réelle, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'on peut penser finalement de la façon dont les propositions de la Convention pour le climat, finalement, n'ont pas donné lieu à un enthousiasme et un suivi politique total. Voilà, c'est une question ouverte sur le sujet. C'est deux questions un peu différentes. Bon, la première question sur est-ce que les politiques ont compris ou pas, je pense qu'elles se posent assez différemment dans les sphères économiques, dans les sphères géographiques. En Europe continentale, mon sentiment, c'est que les politiques, ils ont parfaitement compris. On voit bien que le débat politique aujourd'hui, on n'a pas le choix, je veux dire, et ça sera de moins en moins comme ça. Le débat politique, il va tourner autour des questions environnementales, des grandes questions environnementales, hein, qui sont, alors c'est un peu mélangé hein, dans l'esprit de certains, mais en gros, le climat, la biodiversité et les pollutions locales. La question climatique reste encore très clivante dans un certain nombre de pays anglo-saxons. Bon, c'est évidemment le cas aux États-Unis, où ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Enfin, moi, je travaille pas mal avec des collègues américains. Et il y a 20 ans, en gros, le climat n'était pas vraiment un facteur de polarisation des forces politiques. Hein. C'était plus des questions géographiques à l'époque. Hein. Un démocrate du sud des États-Unis était généralement anti-climat et un républicain de Nouvelle-Angleterre. Là, maintenant, c'est devenu très polarisant, mais c'est pas que c'est comme ça en Australie, c'est comme ça au Canada. Pas encore tout à fait clair au Royaume-Uni. Donc là, je pense que c'est un peu différent. Et puis, moi, je suis très frappé par le fait que, autant que je puisse le percevoir, dans un certain nombre de pays asiatiques, moi j'ai eu l'occasion de passer 15 jours en mission sur ces questions-là au Vietnam, mes collègues chinois sont tous dans ce point, je pense qu'il y a une assez forte conscience dans ces pays-là de l'urgence climatique parce que les dommages sont là. Je pense que la grande différence avec... Moi, quand j'ai commencé le climat, c'était en 2004, en 2003. À l'époque, on n'avait pas cette conscience des dommages. Aujourd'hui, les dommages sont là, ils sont croissants. Mais est-ce que la prise de conscience des politiques est suffisante? Non, après, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de lutter contre des lobbies, des organisations, des habitudes, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, la question que vous posez sur la Convention citoyenne, question un peu délicate. Bon, elle n'a pas du tout suscité l'enthousiasme des politiques, parce que cette convention reformule un certain nombre de préconisations qui sont depuis très longtemps hein, dans les tuyaux écologiques. Hein. Si vous comparez la plupart des propositions de la convention avec ce qui était dans le Grenelle de l'environnement, vous verrez qu'il y a une assez forte continuité. Moi, je pense que cette convention citoyenne est un peu une réponse inadéquate à la question qui a été posée à ce gouvernement à la fin des Gilets jaunes. La question, c'était celle de la réforme fiscale et de la taxation. Et au lieu de faire une convention citoyenne qui aurait porté sur la réforme fiscale, on a fait une convention extrêmement large où on a dit, voilà, les citoyens vont... Moi, je pense que ce n'est pas la bonne forme de démocratie participative. Je pense que les exemples réussis de démocratie participative sont des exemples dans lesquels on va interroger directement les citoyens sur des questions précises que ne savent pas traiter les instances politiques générales. Et pour moi, les questions que ne savent pas traiter les politiques, c'est la question de la réforme fiscale.
Une autre question très intéressante, par exemple, c'est celle de la limitation de vitesse à 110 degrés, mais dans ce cas-là, il faut vraiment faire une convention citoyenne sur ce point-là, qui a été projeté par Emmanuel Macron. Moi, je pense sincèrement que beaucoup de propositions de la convention citoyenne ne font pas beaucoup baisser les émissions de gaz à effet de serre, celles sur les 110 km, oui. Et c'est bizarrement celle qu'on a tout de suite écartée, vous voyez. Bon. Là, ça serait intéressant d'avoir un approfondissement. Il y a un dernier point qui est très important. Je n'ai pas le temps de le dire, mais je le dis maintenant, c'est l'intérêt d'avoir des questions. Pour moi, la suite de la crise sanitaire sur le plan politique, c'est pas de manier l'épouvantail de la crainte de l'effet rebond, c'est le fait que nos objectifs climatiques passés ne sont pas du tout suffisamment ambitieux. Et il faut passer en Europe, on a pris la décision de passer de moins 40 à moins 55%. Et c'est dans le bouquin, je l'explique bien, il faut absolument faire ça, parce que le moins 40%, il n'est pas contraignant. C'était quoi le cahier des charges de la Convention citoyenne? Trouvez-moi des mesures pour faire moins 40%. On ne répond pas à la question du moins 55%. Donc, moi, je pense qu'effectivement, cette Convention citoyenne n'est pas l'accélérateur dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, je pense que, pour aller un petit peu plus loin, même dans des aspects un peu politiques, je pense que d'ici les élections 2022, il n'y aura pas d'accélérateur fort au niveau national. Les accélérateurs qui sont en route aujourd'hui, c'est les accélérateurs au niveau européen, voire au niveau international. Donc l'année 2021, très importante sous cet angle-là. Qu'est-ce que l'Europe peut accélérer? Est-ce que la COP de Glasgow, qui est la COP, c'est la réunion annuelle dans le cadre des Nations Unies, est-ce que la COP de Glasgow peut être un vrai accélérateur avec le retour de Biden, qui va quand même avoir un Sénat, même s'il a une voix avec la vice-présidente, il a 50-50, il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que la Chine, parce que la clé est quand même aujourd'hui beaucoup en Asie. Pour moi, c'est ça vraiment la question majeure. À suivre justement dans le sens un peu là de ce que vous venez de nous dire du côté politique, il y a une question aussi du côté des grands groupes, des grandes entreprises. Finalement, quels vont être leurs rôles, elles, dans tout ça? Est-ce qu'elles sont prêtes à changer? Est-ce que, selon vous, on peut croire vraiment à leur conscience du vivant? Parce que ça peut être aussi des partenaires, justement, dans ces changements. Oui, après, bon, moi j'ai une vision, si vous voulez, j'essaie d'avoir une vision assez pratique. On ne peut pas généraliser, si vous voulez. Alors, je dirais les choses suivantes. Dans le tissu économique, dans le monde économique, on a quand même, on est dans une économie qui est une économie dans laquelle il y a une certaine liberté d'entreprendre. Donc, il y a des entrepreneurs qui ont des visions très différentes. Je ne sais pas, Equincy a une certaine vision qui n'est pas forcément la même que celle de ses concurrents dont il parlait tout à l'heure, son président. Alors, dans le monde économique, il y a toujours eu une partie très minoritaire des entrepreneurs qui avaient des visions de progrès social ou de progrès environnemental. Et parfois, ces visions sont à l'origine de grandes réformes politiques. Les premiers systèmes par exemple, de protection sociale n'ont pas été créés par des États, ils ont été créés par des groupes d'entrepreneurs. Et ensuite, c'était repris par des États. Donc, on ne peut pas compter là-dessus pour le changement climatique, mais il y a quand même des innovations très intéressantes. Après, il y a la question du passage à l'échelle et de l'alignement de l'ensemble des entreprises. Moi, je pense que dans le cadre du système économique dans lequel nous sommes, il n'est pas possible pour la majorité des entreprises de passer à l'échelle suffisante. Donc, il faut des régulations différentes. Et la question des régulations différentes renvoie ensuite à une question un peu technique, pardonnez, pour les économistes et pour les politiques, savoir est-ce qu'on va faire des régulations de type réglementaire. Par exemple, on va dire les normes d'émission de véhicules sont de temps. Est-ce qu'on va peut-être passer à des mécanismes de rationnement? Quand vous dites, par exemple, on ne pourra plus avoir sa chaudière au fioul à partir de 2027, c'est un mécanisme de rationnement. Ou est-ce que, alors on peut mettre des mécanismes de rationnement avec de la flexibilité. Moi, c'est un truc que j'aime bien, ça. Dans ces cas-là, on met des systèmes
qu'on appelle des systèmes de plafond avec des échanges de quotas. C'est un système qu'on pourrait imaginer beaucoup plus puissant s'il était mieux géré en Europe. Et puis, on peut avoir des systèmes de régulation qui touchent aux valeurs qu'on échange sur des marchés. Et là rentre la question de la tarification carbone. Qu'est-ce que c'est que la tarification carbone? C'est imposer un coût à l'émission de CO2. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Là où je pense qu'aujourd'hui, il y a une lacune, en France, un peu moins en Europe, parce qu'on travaille là-dessus, c'est qu'on ne peut pas demander aux entreprises de faire la transformation suffisante si on n'ose pas agir fortement dans ces régulations. Donc aujourd'hui, pour moi, la question centrale, c'est les régulations. Et je voudrais dire un truc quand même, parce que j'ai ça à cœur et souvent, on en entend beaucoup, les conditionnalités environnementales dans les plans de relance, ça ne sert à rien. Toutes les aides publiques qu'on donne aux entreprises en disant oui, on va conditionner ça, non, ça ne sert à rien. Vous voyez bien qu'ensuite, si on n'a pas créé les conditions pour que les entreprises puissent faire du profit en améliorant leur performance environnementale, dès qu'elles auront un problème économique, eh bien, elles tourneront qu'avec. Anaïs, tu as d'autres J'ai questions? encore, si vous le voulez bien, 2-3 questions. Je suis désolée, je ne pourrais pas prendre toutes les questions. Il faut que je réponde rapidement, alors c'est ça, peut-être je suis trop long, mais n'hésitez pas Anaïs, si je suis trop long, vous me le dites, hein, parce que vous savez, les universitaires sont toujours trop bavards. Hein, non, mais on prend plaisir à vous écouter. Je ne suis pas susceptible. Hein. C'est l'heure qui nous accélère parce qu'il est 18h10. Et voilà, donc je vous pose... Avec l'heure de l'apéro, mais on ne peut pas prendre l'apéro, c'est dommage. C'est le problème. Je vous pose les 3 questions, du coup, si vous le voulez bien, d'un coup. Avec plaisir, puis, avec plaisir. Alors, on a une question sur le concept de capitalisme viral. Alors, j'imagine bien que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliciter très, très rapidement, mais en tout cas, peut-être en le synthétisant un peu, il y a une question là-dessus. Il y a aussi une question sur la neutralité carbone. Est-elle réellement atteignable à l'échelle globale et à quel horizon peut-on l'espérer si c'est oui? Et pour finir, et ça sera la dernière question, quels sont les motifs de pessimistes qu'on peut voir dans la réaction à la crise du Covid? Et je finirai par ça parce que je suis une éternelle optimiste. Quels sont les motifs d'optimisme, voilà, qu'on peut avoir aujourd'hui? Bon, bah écoutez, oui, naturellement, 2 minutes par question. Hein. Bon. Alors, capitalisme viral. Pourquoi c'est ce terme viral, du reste? C'est pour renvoyer à la double propriété du virus hein, dans les systèmes informatiques. On a tous hein, des vaccins hein, sur nos ordinateurs, sur nos systèmes informatiques, parce qu'on a peur des virus hein, qui détruiraient notre système d'exploitation, notre système, je ne sais pas quoi, de cloud et autres. Bon. Mais en même temps, moi, j'adorerais que notre visioconférence devienne virale hein, et qu'elle soit démultipliée hein, dans la reproduction. Et c'est cette double caractéristique hein, du virus informatique qui a amené, non pas moi du reste, mais un collègue prof de littérature qui s'appelle Yves Citon, à qualifier hein, le capitalisme numérique de capitalisme viral. Pourquoi? Parce que le cœur du fonctionnement du capitalisme viral, c'est de travailler l'information, de se constituer des stocks d'informations et à partir de ces stocks d'informations de créer de la valeur. Et on voit bien que ça pose des problèmes tout à fait nouveaux de régulation qu'on sait assez mal résoudre. Régulation d'abord des positions dominantes, des choses comme ça. Bon, question des libertés. Hein. Sur la question des libertés que vous posiez tout à l'heure sur le plan des réactions des États se pose aussi sur ces systèmes. Et ça pose aussi un autre problème de régulation que je n'ai peut-être pas développé, mais que je signale juste parce qu'il me paraît très important, c'est que le capitalisme viral génère des inégalités croissantes de patrimoine. Et on voit bien que dans la réaction des politiques publiques qu'on a eues, on a eu une création monétaire énorme. Les États vont augmenter leur stock de dette hein, dans des conditions
des niveaux tels qu'ils ne pourront pas les payer par les moyens traditionnels. Ils n'auront pas les moyens d'augmenter suffisamment les impôts, de baisser les dépenses de l'État demain pour qu'ils remboursent leurs dettes. Donc, il faudra trouver d'autres méthodes. Classiquement, dans ce cas-là, c'est l'inflation des prix des biens et des services qui fait payer la dette. Et on rembourse avec de l'amortissage. Là, le capitalisme viral, lui, il ne génère pas d'inflation sur les biens et services. Au contraire, le capitalisme viral, il écrase les prix. Amazon, il écrase les prix. Et donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on va arriver à monétiser, si vous voulez, le stock de dette publique. Ça, c'est... Voilà un peu, si vous voulez, en gros, sur les questions du capitalisme viral. Je ne développe pas trop parce que sinon, je vais commencer à vous faire un cours d'économie et ça va marrer tout le monde et surtout, on va exposer le compteur temps. Neutralité carbone. Bon, cette question est vraiment essentielle. Je dis juste une chose. La neutralité carbone globale, telle qu'elle est définie par les sciences du climat et par les économistes du climat, ce n'est pas la somme de la neutralité carbone que vous allez pouvoir faire demain lorsque vous aurez le droit de prendre l'avion pour aller, je ne sais pas moi, à Barcelone, en compensant. C'est une neutralité carbone qui veut dire que le montant global des flux d'émissions brutes de l'année doit être équivalente à la capacité de stockage des puits de carbone, soit les puits de carbone naturels, il y en a deux principaux, la biosphère, les arbres et plus généralement les sols, peuvent aussi stocker du carbone, puis l'océan. Et puis éventuellement des capacités de stockage nouvelles qui viendraient de systèmes techniques que pour l'instant on ne maîtrise pas très bien, et surtout qui consomment de l'énergie. Donc ce n'est pas très évident. Bon. Ça, c'est l'objectif de neutralité carbone globale. Il veut dire quoi? Si on veut le traduire sur le fond, parce que ce qui est intéressant, c'est de le traduire sur le fonctionnement de nos sociétés. Ça veut dire que, il faut réduire au plus rapidement possible les émissions de CO2 qui sont liées aux énergies fossiles et à l'industrie. Ça représente 70% des émissions, à peu près, en ordre de grandeur. Ça, si on ne fait pas ça, de toute façon, on n'aura rien. Donc, c'est la transition énergétique classique. Il faut sortir de trois produits, le charbon, le pétrole, le gaz, du système énergétique le plus rapidement. Si on ne fait pas ça, on ne fait rien. On est maintenant engagé là-dedans dans une partie de l'économie. Et la question des puits de carbone, elle est fondamentale. Et peut-être que demain, des technologies qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui seront complémentaires, mais fondamentalement, c'est la question des puits de carbone naturels, c'est la façon dont on traite la nature qui est importante, c'est la déforestation. C'est le problème de la biodiversité et de l'acidification de l'océan, dont on ne parle pas suffisamment, mais qui joue un rôle majeur dans le système. Et puis, c'est les émissions hors CO2, de méthane et de protoxyde d'azote qui représentent à peu près 30% des émissions mondiales et dont la source principale, voire majoritaire dans le cas du N2O, c'est l'agriculture. Et donc, cette deuxième grande transformation qu'il faut opérer pour atteindre la neutralité carbone, c'est notre rapport au vivant. C'est c'est nos deux petites loutres de mer qu'on voyait tout à l'heure, c'est l'agroécologie. Et ma conviction croissante, c'est que sur la transition énergétique classique, sortir les énergies fossiles du système, c'est compliqué, ça se heurte bien évidemment à des intérêts énormes, mais en gros, on voit à peu près les bons instruments qu'il faut faire, une bonne taxation du carbone, et on a de plus en plus d'alternatives aux énergies fossiles, et ces alternatives, les nouvelles énergies renouvelables, ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec d'autres sources éventuelles d'énergie, sont massivement en phase de baisse de coûts, à la fois dans la production, dans le stockage de l'électricité, dans la gestion des réseaux. Je pense, on est dans un virage un peu historique du capitalisme qui va basculer du thermo-fossile vers le viral, et le viral, lui, il va se reposer sur l'électron. La transition agroécologique, la façon dont on traite la nature, la façon dont on doit réinvestir dans la biodiversité, ça c'est hyper compliqué parce que c'est le système d'interaction incroyable entre tous ces êtres vivants. Les êtres vivants, alors, il y a ceux qu'on connaît qui nous ressemblent, ceux auxquels on a une certaine empathie, donc ceux-là on en parle beaucoup dans les espèces qui disparaissent, mais
tous les êtres qu'on ne voit pas et dont on a besoin. Je rappelle que dans votre estomac, comme dans le mien, on a chacun des centaines de milliers de bactéries dont on a besoin, qui sont des certains. C'est ça, pour moi, l'enjeu vraiment important. Quelle date on peut arriver Je suis vraiment désolée. En fait, nous allons être obligés de nous arrêter. Dernier point, un motif d'optimisme. Voilà. Voilà. Moi, je dirais, ma disposition psychologique n'a absolument aucun impact sur le changement climatique. Hein. Donc, souvent, on me demande est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste. Ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Ce qui me paraît important, sur un plan strictement individuel, je suis optimiste, si vous voulez. Je suis optimiste parce que, voilà, j'ai cette chance-là, si vous voulez. Mais ça n'a aucune importance, si vous voulez. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des facteurs sociaux, des facteurs économiques, des facteurs de justice qui accélèrent les transitions. Et moi, je pense que aujourd'hui, on est dans un tournant un peu historique parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont obliger les entreprises, les politiques, les sociétés civiles, les boîtes comme Vacancy à de plus en plus intégrer cette question de la résilience par rapport au risque d'épidémie ou par rapport au risque climatique. Et pour moi, je terminerai par là, je m'arrête après, je vous promets. La condition majeure, la plus importante d'accélération est la suivante. Vous avez l'un et l'autre évoqué l'affaire du siècle, les questions de la justice climatique devant les tribunaux. Je ne suis pas juriste et je ne suis pas certain que les passages devant les tribunaux soient des accélérateurs de transition. Et ce que me dit pour moi l'affaire du siècle, et pas que celle-là, beaucoup d'autres affaires, hein, notamment celle aux Pays-Bas, enfin, on va pas. C'est que si on n'est pas capable de trouver des conditions de justice climatique dans ces transitions, ces mutations qui doivent être longues, qui doivent s'étendre sur des décennies, on n'y arrivera pas. Et donc pour moi, l'enjeu le plus important, ce n'est pas d'être optimiste ou d'être pessimiste, c'est de trouver dans le fonctionnement de nos sociétés, dans le fonctionnement de nos économies, pour être plus résilientes, des conditions de justice et de justice distributive, de justice d'équité. Et après, des tas de conditions qu'on peut décliner, mais c'est ça le truc le plus important. Voilà. Merci. Merci à vous. J'étais absolument ravi de cet échange. Toujours un peu court, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais jouer deux, trois secondes de prolongation. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier, Christian, Samuel et Christian, c'est vraiment passionnant. Et j'ai reçu, vous parliez quelques messages qui me disaient combien les auditeurs étaient passionnés. Et je voudrais dire que, en même temps, c'est bien parce qu'on pourra vous réinviter parce que, pour moi, vous avez abordé 3 sujets et peut-être que vous inviterez avec d'autres personnes pour en discuter, mais qui sont pour moi essentiels et qui doivent absolument faire l'objet de certains de nos prochains webinaires. Le premier, c'est vraiment un sujet qui pour moi est absolument crucial en termes de décision publique et politique, c'est l'assujettissement ou non de la décision publique à la science. Je pense que c'est un gros sujet et on voit aujourd'hui la difficulté entre le politique et le conseil scientifique de manière très opérationnelle sur ces sujets-là et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là. Ça, c'est le premier sujet. Je crois que vous ouvrez vraiment quelque chose de très intéressant et de passionnant. Le deuxième sujet aussi, c'est cette espèce de paradoxe sur la temporalité. C'est-à-dire que les politiques devraient bien évidemment s'occuper du temps long, mais en fait, compte tenu du retour sur investissement électoral, on est quand même essentiellement sur du temps court. Or, s'agissant du réchauffement climatique, alors là j'espère que vous êtes optimiste parce que vous dites pour le climat, c'est 2-3 décennies. Pour le virus, quelques semaines. J'espère que ça ne va pas être inversé au rythme où ça va, la vaccination. Et puis, le dernier point, là, c'est un point plus, à la fois, pour le coup, en utilisant le lapsus de Samuel tout à l'heure entre étymologique et épistémologique. Je crois c'est sur la résilience. Il y avait un article dans Libération, que je vous invite à lire, qui était très court. C'était la résilience des huîtres. La résilience est un terme aussi d'ostréoculture, puisque les huîtres, en fait, fabriquent les perles de par leur souffrance. Et alors, est-ce qu'on doit être résilient ou résistant? Moi, je sais que je préfère la résistance à la résilience,
Et je crois que c'est au-delà du jeu sur les mots, je crois que c'est quelque chose d'important parce que la résistance, elle a souvent quand même une dimension plus collective que la résilience, y compris pour Boris Cyrulnik, pour qu'elle est quand même très individuelle. Et je crois que l'enjeu, s'agissant en particulier du climat, il est moins sur la distanciation sociale et le port du masque que sur vraiment des enjeux collectifs. Voilà, je voudrais d'abord vraiment vous remercier. C'était absolument passionnant. Même si vous êtes resté professeur d'économie, il n'y a pas de problème.